Alors, bonjour à toutes et à tous. Désolé pour cet énorme problème technique, que nous venons de rencontrer sur notre plateforme chez Pepperjam. Désolé pour le temps d'attente. Désolé Mario pour ce petit décalage. Écoutez, je vais réintroduire cette session de webinar, comme si on commençait pour la première fois. Alors déjà, merci à toutes et à tous d'être venus, aussi nombreux aujourd'hui, hein. C'est un webinaire qui a rencontré un fort succès, la vente d'immeubles à construire, de la théorie à la pratique. Je vais vous faire juste un petit récapitulatif à toutes et à tous sur les détails pratiques de la plateforme. Si jamais vous rencontrez des problèmes techniques, soit en termes de connexion, en termes de son, en termes de vidéo, n'hésitez pas à nous faire un petit message dans le chat à droite de votre écran. Et bien entendu, si vous avez des questions, et je vais vous encourager justement à en poser pour rendre ce webinaire interactif, posez-les dans l'onglet questions ou directement dans le chat, toujours à droite. Voilà donc, on va revenir sur le sujet de ce jour. Je vais dès à présent donner la parole à Maître Mario Di Stefano, Managing Partner de chez DSM, avocat à la cour. C'est à vous, Mario. Merci Julien, bonjour. Par contre, alors, est-ce que vous pouvez me mettre les slides, si vous voulez bien? Voilà. J'espère que là, maintenant, tout le monde voit les slides. Donc, oui, un petit contretemps technique, indépendant de notre volonté. L'étude DSM, dont je fais partie, donc, s'occupe entre autres de droit immobilier, pas que, hein, mais c'est une de nos spécialités. C'est un peu la raison pour laquelle nous sommes là. Là, vous voyez la table des matières. Je ne vais pas rentrer dans le détail là. Alors, les sources de la législation luxembourgeoise, et je souligne luxembourgeoise parce que, vu que la plupart des juristes luxembourgeois ont fait leurs études en France ou en Belgique, il faut faire attention. La pratique et la loi ne sont pas identiques. Il y a beaucoup de similitudes, hein, entre autres parce que la luxembourgeoise a été inspirée du droit français, mais il y a des différences quand même notables. Donc, il ne faut pas penser que c'est exactement la même chose qu'en France. Donc, il y a grosso modo la loi centrale, c'est la loi de 1976 qui a été modifiée une seule fois en 85. Attention, premier malentendu, l'essentiel de cette loi a effectivement été repris dans le code civil, mais pas tout, hein. Il y a certaines autres spécifiques, de sanctions spécifiques, des sanctions pénales qui sont dans la loi, mais bien entendu pas dans le code civil. Et il y a également des dispositions spécifiques pour les ventes de terrains à viabiliser. Il y a donc le code civil, les articles 1601 1 à 1601 14. Donc là, c'est un peu tout ce qui est le cadre essentiel de cette législation qui est transposé dans le code civil, mais il ne faut pas oublier de également lire la loi de 76 telle que modifiée. Ensuite, il y a des règlements grand-ducaux, hein, pour définir le contenu de la garantie d'achèvement ou de remboursement et son fonctionnement. Il y a un règlement par rapport à la notice descriptive, hein, qu'il faut joindre donc au contrat de VFA ou de vente à terme. Et il y a un autre règlement grand-ducal, attention à ne pas confondre avec le règlement grand-ducal qui a modifié le règlement de 77 sur la garantie d'achèvement. Il y a un règlement qui vise spécifiquement la garantie d'achèvement des travaux d'aménagement en cas de vente de terrain à bâtir. C'est quelque chose qui est une disposition qui est largement inconnue. Alors, les définitions et le champ d'application. Alors, la VFA et la vente d'immeubles à construire, la loi, elle dit que c'est une vente par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Ça peut être à terme ou en état futur d'achèvement. Donc, ça ne s'applique pas à la vente d'un immeuble dont la construction est achevée, un immeuble tel quel, ou qui est vendu en état. C'est-à-dire que peut-être le premier promoteur ou le propriétaire n'a pas fini les travaux, mais c'est vendu en l'état sans obligation d'achever donc la construction. Euh, alors, il y a a priori donc deux cas de figure. On va la plupart du temps la vente en l'état de futur d'achèvement, la VFA. Par contre, il y a certains cas où la vente à terme peut faire l'affaire des parties. Alors, la vente à terme, euh, ça signifie que je vais devenir propriétaire et je vais payer le prix du bâtiment, le cas échéant avec le terrain, à l'achèvement, pas avant, hein. Alors que la VFA, je deviens propriétaire du terrain tout de suite, si je ne le suis pas déjà, et je vais devenir propriétaire des ouvrages qui sont intégrés dans le terrain au fur et à mesure donc, de la construction.
et je vais payer par tranche, mais je serai propriétaire, si vous voulez, dès le départ. Seulement, je ne serai pas maître de l'ouvrage, je n'aurai pas les capacités de mettre l'ouvrage que le promoteur se sera réservé. Alors, cela vise toute construction immobilière. Ça peut être un immeuble en copropriété, ça peut être une maison unifamiliale, ça peut être un immeuble mixte, hein, donc où il y a entre autres des logements, donc avec des bureaux, avec des surfaces commerciales. Et là, par exemple, différence avec la France, à Luxembourg, le régime VEFA s'appliquera à l'intégralité des lots de l'immeuble mixte, peu importe quelle est leur destination. Ensuite, autre différence peut-être avec la France, c'est qu'à Luxembourg, il est entre-temps clair que le propriétaire, que le client soit déjà propriétaire du terrain ou les acquis d'un tiers qui n'est pas le vendeur de la construction, ça n'empêche pas l'application du régime de la VEFA. À partir du moment que le constructeur vend un immeuble entre guillemets clé en main, où il conserve la maîtrise d'ouvrage, c'est une VEFA, même si le client est déjà propriétaire du terrain, respectivement s'il acquiert, ce qui est souvent le cas, d'une autre entité, peut-être même liée au promoteur. Euh, S'il y a un split entre la vente du terrain et la vente de la construction, attention, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de privilège du vendeur pour le constructeur, puisque les constructions en matière de VEFA sont incorporées au terrain. Donc, alors le vendeur doit alors se sécuriser d'une autre manière, par exemple par une clause d'affectation hypothécaire, mais il n'aura pas de privilège du vendeur par rapport à la propriété du terrain, ni de la construction, puisqu'il est incorporé au terrain. Alors, il y a également une importante distinction qui souvent donne un peu du fil à retordre de la pratique. Quelle est la différence d'une VEFA ou d'une vente à terme et d'un contrat d'entreprise, un contrat de louage d'ouvrage, comme dit le Code civil? Parce qu'il y a des importantes distinctions au niveau de la forme, au niveau de la responsabilité, les garanties, les règles applicables. Donc, ce sont deux animaux complètement différents. Alors, on peut dire le contrat de louage d'ouvrage, le client reste maître de l'ouvrage et il a le choix, hein, il a le pouvoir du choix. Alors, le contrat de vente d'immeuble à construire, c'est le vendeur qui décide, c'est lui qui gère le chantier sans que le client, l'acheteur, puisse interférer, puisque le programme de construction est fixé dès le départ. Et donc, le constructeur, le vendeur, à ce moment-là, il a le choix d'accéder à des demandes de modification du client ou pas, hein. Pour autant que ce n'est pas prévu par les cahiers de charges, le promoteur n'est pas obligé d'accepter des demandes de modification ou de supplément de l'acquéreur. Donc la délimitation peut parfois être subtile, parfois aussi un peu les gens se trompent eux-mêmes en disant ouais mais bon j'ai pas envie de passer par un acte notarié, allez je vais me tromper moi-même en pensant que c'est un contrat d'entreprise, alors qu'en réalité, il a toutes les caractéristiques du contrat de vente immeuble à construire. Et encore une fois, ce n'est pas le titre du contrat qui va décider sur sa qualification juridique, c'est bien son contenu, c'est bien son exécution dans la pratique. En cas de ambiguïté, les juridictions vont plutôt opter vers une protection de l'acquéreur. Ils vont dire, ben, dans le doute, c'est plutôt une VEFA qu'un contrat d'entreprise. Et là, simplement pour un peu illustrer la question, vous avez là un extrait d'une décision de décision de justice qui a clairement marqué le point. Il n'est pas nécessaire que le vendeur se soit expressément réservé les pouvoirs de maître de l'ouvrage, du moment que l'objet du contrat se trouve prédéterminé par le vendeur, que celui-ci se charge de la construction et promet la livraison au client. Il faut en déduire qu'il s'est implicitement réservé les pouvoirs de maître de l'ouvrage. Le client ne peut intervenir d'aucune façon dans l'exécution de l'ouvrage, hein. Donc voilà, c'est un peu le topo pour cette distinction. Alors, il y a également, on l'avait déjà dit par rapport à la propriété du terrain, il y a pour une décision très récente du 13 janvier 2022, tribunal d'arrondissement, si la solution classique consistait à considérer en principe le terrain comme étant le principal en définissant le contrat en cause comme de louage d'ouvrage, du moment que le maître d'ouvrage était propriétaire du terrain, la jurisprudence adopte actuellement un critère psychologique suivant lequel le contrat est un contrat d'entreprise lorsque le constructeur travaille sur les instructions et directives spécifiques du donneur d'ordre et une vente d'immeuble à construire dans le cas contraire.
hein. Et une présomption de vente, VFA, résulte de la fourniture de plans par celui qui promet d'exécuter le travail, alors que dans un contrat d'entreprise, l'entrepreneur travaille selon les plans élaborés par le maître de l'ouvrage ou par un architecte choisi par ce dernier, hein. Cette présomption de vente se trouve confirmée si l'acquéreur s'abstient de traiter lui-même avec les corps de métier. Voilà, donc je pense que ce point-là devrait être plus ou moins clair. Alors, on a déjà dit, que ça ne s'applique pas aux ventes en état ou respectivement ventes, d'immeubles déjà achevés. Il ne s'applique pas non plus, de façon obligatoire aux constructions destinées aux bureaux, aux activités commerciales ou industrielles, s'il n'y a pas de logement, sauf éventuellement un logement accessoire, un logement de concierge. Donc c'est pas vraiment un immeuble mixte puisqu'il n'y a pas vraiment de logement destiné au public. Il y a logement qui est uniquement lié à l'activité de disons à l'exploitation de l'immeuble en tant que tel. Et autre question qui parfois donne lieu à des malentendus. Alors, il n'y a pas de VFA sur VFA, c'est-à-dire celui qui cède, un contrat de VFA qu'il a conclu avec un vendeur promoteur, s'il cède ses droits de ce contrat, il ne devient pas à son tour un promoteur en VFA. C'est une cession de contrat qui d'ailleurs n'est pas soumise à la forme de notarié, donc il peut le céder dans un premier temps par un compromis, ce qui n'est pas possible pour une VFA. Et bien entendu, par après, si le contrat a compris donc la cession du terrain, à ce moment-là, il faudra quand même faire un acte notarié pour ensuite céder, pour pouvoir transcrire la mutation du terrain. Mais donc, c'est un contrat qui n'est pas une VFA, c'est un contrat de cession d'un côté de l'immobilier déjà acquis et ensuite une cession des droits et obligations découlant du contrat de construction en VFA. Ça vaut la peine de regarder quand même dans le contrat de VFA originaire, puisqu'il y a parfois effectivement certaines modalités ou certains paiements demandés par le promoteur en cas de transmission de contrat pour des frais administratifs ou autres. Donc, ensuite, champ d'application, je vais brièvement le mentionner. Il y a également des règles qui s'appliquent en cas de vente d'un terrain à construire. Donc, si ce terrain doit encore être aménagé, viabilisé, le constructeur, respectivement le vendeur, n'a pas le droit de demander le prix de cette viabilisation sans fournir de garantie d'achèvement. S'il ne fournit pas de garantie d'achèvement, il pourra demander cette partie réservée à la viabilisation que, à partir du moment que la viabilisation sera réalisée, et il doit, dans le contrat, mentionner spécifiquement le prix de cette viabilisation. À défaut, c'est une nullité relative du contrat que l'acquéreur pourra invoquer jusqu'à l'achèvement des travaux d'aménagement, avec tout ce qui s'ensuit. Alors, l'ordre public, pourquoi c'est important l'ordre public? Tout le monde sait ce que c'est l'ordre public. Donc, ce sont des dispositions qui ne sont pas disponibles au choix des parties. Donc, il n'y a pas de liberté contractuelle. Et vous voyez dans l'article 1601-14 du Code civil, clairement déterminé que toute clause contraire aux dispositions en matière de VFA, la plupart des dispositions en matière de VFA ne sont pas disponibles, donc elles s'appliquent obligatoirement, on ne peut pas y déroger, même si les deux parties sont d'accord sans aucun problème, sachant que bien entendu, aussi longtemps qu'il n'y a pas de litige, ça ne pose pas de problème, mais il est vrai qu'une clause qui est défavorable pour l'acquéreur, qui est contraire à ces dispositions, sera réputée non écrite. Alors, ensuite, le 1601-4, il dit également que il est considéré comme vente d'immeuble à construire soumise impérativement aux dispositions des articles suivants. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on a dit par rapport à la distinction entre le contrat d'entreprise et la vente d'immeuble à construire. C'est que je n'ai pas le choix. Je ne peux pas choisir entre le contrat d'entreprise et la VFA en fonction des caractéristiques de la relation entre le vendeur et l'acquéreur, ou le constructeur et l'acquéreur. C'est soit l'un, soit l'autre, hein. Il n'y a pas blanc et noir. Et effectivement, si je ne respecte pas cette règle, bon, éventuellement, toute la convention peut être nulle. Alors, les nullités, hein, nullités qui découlent du fait qu'on déroge, on essaie de déroger consciemment ou par mégarde à l'ordre public.
Donc c'est le troisième alinéa du 1601-4, c'est la nullité absolue. Hein. Donc il faut que la vente d'immeuble à construire soit une vente à terme ou une vente en l'état futur d'achèvement. Hein. J'ai pas d'autres possibilités. Sinon, j'ai une nullité relative. C'est lorsque je fais une VFA et j'omets de passer par acte notarié. Hein. Donc, mais ça, c'est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le seul acquéreur et jusqu'à l'achèvement de l'immeuble. Une fois qu'il est achevé, il n'y a pas eu de problème, le problème est résolu, mais jusque-là, il y a une insécurité juridique pour le vendeur-constructeur parce que l'acquéreur pourrait, en cas de litige, éventuellement dire bon, bah, moi, je n'ai pas envie de continuer avec vous. Alors, heu, il y a certaines formalités, donc l'inobservation des dispositions du 1601-5 alinéa 8 entraîne la nullité du contrat, et cette nullité, encore une fois, elle peut être invoquée que par l'acquéreur et avant l'achèvement des travaux et toutefois, la nullité pour défaut d'autorisation administrative pourra être invoquée tant que l'administration pourra faire valoir le défaut d'autorisation. Alors, pour donner des exemples de nullités qui entachent la clause uniquement, donc les clauses non écrites plutôt, donc c'est, les articles 1601-9 à 13, interdiction du paiement d'avance pour des travaux non encore réalisés, interdiction d'une indemnité de résiliation, de clause de rachat, de clause pénale, les dispositions relatives à la garantie d'achèvement, la garantie contre les vices de construction apparents, la garantie décennale et biennale, hein, 1642-1 et 1646, 1. Donc, ces dispositions sont obligatoires, toute clause dérogatoire sera considérée non écrite. Alors, le contrat de réservation, c'est rare de voir sur le marché des contrats de réservation qui n'ont pas l'une ou l'autre illégalité ou cause de nullité. Mais bon, dans le marché, dans un marché ascendant, ce n'était pas le problème majeur, semble-t-il, des vendeurs, puisque si quelqu'un voulait se désister, ce n'était pas un grand problème. En retrouver assez facilement un nouvel acquéreur. On va voir comment ça va se départir dans le futur. Le marché, je pense qu'il ne sera plus le même aujourd'hui qu'il l'a été encore il y a 6 mois. Donc, on a que la possibilité, avant la passation de l'acte notarié pour une VFA ou une vente à terme, on peut faire un contrat de réservation, mais rien d'autre. Hein. Aucune autre convention. Hein. Alors, le contrat de réservation, c'est une convention préliminaire par laquelle, en contrepartie d'un dépôt de garantie affecté à un compte spécial ouvert au nom du réservateur, donc le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble. Donc, on ne peut pas faire précéder la vente de quelconque autre convention, donc notamment pas un compromis de vente. On voit parfois des compromis de vente qui en réalité sont des VFA, à ce moment-là, c'est nul. Et là, encore une fois, ce sont des nullités relatives qui ne peuvent être invoquées que par le réservataire. Alors, la forme, il doit être établi par écrit en double exemplaire et il doit être remis au réservataire avant tout dépôt de fonds et il doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l'immeuble, la qualité de la construction et au délai d'exécution des travaux. Hein, ainsi, la consistance, situation et au prix du local réservé. Tout ça, de toute façon, vous pouvez le relire dans la loi. Je vous raconte rien de nouveau, rien de secret. Ensuite, alors là, ça commence à devenir intéressant. Le dépôt de garantie doit être effectué à un compte spécial ouvert au nom du réservataire. Ils doivent être indisponibles, incessibles, insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente et ça ne peut pas dépasser 2 du prix prévisionnel. Alors, il y a plusieurs questions. La première question, on a souvent entendu dans le marché: «Ah oui, mais un contrat de réservation qui ne prévoit pas de dépôt de garantie, il est nul». Parce que c'est une condition essentielle. Effectivement, c'est quelque chose qui a déjà été défendu. Je crois qu'il y a même des décisions en France qui l'ont déjà dit. Par contre, je vous cite là une décision de la Cour d'appel de 2009 qui a clairement dit que bon, bah, c'est en faveur de l'acquéreur. Si maintenant le vendeur y renonce, c'est son droit et ce n'est pas pour autant que le contrat de réservation est nul.
Donc, le réservant, donc le vendeur, ne peut pas invoquer le défaut disons, la renonciation, la non-application du dépôt de garantie pour invoquer, lui, la du contrat de réservation. Parce que contrat de réservation, l'acquéreur peut en sortir facilement, notamment s'il n'a pas payé de dépôt de garantie, il peut en sortir sans sanction aucune, alors que le vendeur, s'il réalise le projet, il est quand même tenu vis-à-vis du réservataire. Il a une obligation de lui vendre les lots qu'il a réservés. Et on peut peut-être juste alors, recommander au vendeur qui veut renoncer au dépôt de garantie de clairement le mentionner dans la convention. Ça, il n'y a pas de doute. Parce que la problématique, c'est quoi? C'est de créer un compte au nom du réservataire, compte spécial bloqué au nom du réservataire, déjà dans une banque. Votre banquier va être très content de le faire, hein. Donc souvent, effectivement, ça commence déjà par là, qu'il est trop compliqué de créer ce compte. Alors, est-ce que le vendeur peut accepter ce versement sur un compte à lui, même s'il crée une sorte de sous-compte, de son compte bancaire? La réponse est clairement non, hein. Donc, un dépôt de garantie qui aurait été accepté par le vendeur sur un de ses comptes, même s'il crée des sous-comptes auprès de sa banque, ce n'est pas valable, hein. Donc ça ne remplit pas les conditions légales. Ce qui est fait dans la pratique, c'est de créer des sous-comptes auprès des notaires, le cas échéant. Est-ce que c'est en conformité avec la loi? Il n'y a pas de jurisprudence. Heu, mais disons, dans la pratique, c'est plus ou moins la seule façon de au moins essayer de solutionner ce problème. Alors, les fonds, ils sont restitués, au déposant si le contrat définitif n'est pas conclu du fait du vendeur, dans le délai prévu dans le contrat de réservation. Ou alors s'il y a une différence anormale aux prévisions par rapport aux prévisions du contrat de réservation et si le prix de vente excède de plus de 5 le prix prévu et ou alors si les équipements qui sont prévus dans le contrat de réservation font défaut et cetera. Donc si effectivement, les le projet change trop par rapport à ce qui a été vendu dans le contrat de réservation, effectivement, le réservateur peut se désister sans aucune sanction. Une augmentation du prix est possible, hein. Donc, il faut toujours respecter, l'article de 211.3 de le code de consommation, mais on peut indexer le prix. Mais attention, il y a un droit de rétractation si l'augmentation, dépasse les 5. Alors une demande de remboursement est à notifier, par le réservataire au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée, hein, avec AR. Et si elle est faite, le remboursement doit intervenir dans le délai maximum, d'1 mois. Alors, clause pénale, dans un contrat de réservation, ça on le voit relativement souvent, ça marche pas, hein. Tout bêtement, là je vous mets une décision, il y a une décision aussi de la cour d'appel, hein, qui a dit: «C'est une clause non écrite puisque, c'est incompatible avec l'article 1601-13». La construction et les flux financiers, alors la différence entre la vente à terme et la VFA. Là, on commence vraiment à avoir une grosse divergence. Donc, la vente à terme, le transfert de propriété s'opère à la constatation de l'achèvement des travaux, qui, comme on le verra, doit se faire par acte notarié. Et pour la VFA, immédiatement à la signature du contrat par devant notaire, par rapport au terrain et aux constructions déjà existantes. Pour autant que l'acquéreur n'est pas déjà propriétaire du terrain, ce qui peut arriver, hein. Mais, donc il faut absolument que l'achèvement des travaux soit constaté par un acte notarié. La loi le prévoit expressément, mais c'est aussi nécessaire parce que sinon je ne pourrais pas transcrire, le transfert de propriété, dans les registres publics, hein, hypothèque et cadastre. Donc, ensuite, une différence, c'est le moment du paiement du prix, hein. Pour la vente à terme, le prix est payé, uniquement à l'achèvement des travaux, donc au moment de l'acte notarié qui constate l'achèvement. Donc, et le vendeur reste propriétaire de l'immeuble jusqu'à l'achèvement. Le vendeur peut cependant exiger des dépôts de garantie en cours de route. Alors, pour la VFA, le paiement se fait au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Et l'article 1601-9 Code civil fixe des limites contraignantes. Donc, je ne peux pas demander plus que
ce qui est fixé par la loi. Ça dépend maintenant de la configuration de l'immeuble, combien de tranches je peux prévoir. Ça dépend un peu aussi du nombre d'étages qu'il y a, nombre de dalles. Et je ne peux pas demander le paiement d'une quelconque avance, hein. Donc, je peux uniquement demander des paiements pour des tranches qui sont intégralement achevées. Je ne peux pas me demander des paiements à mi-chemin, hein. Donc, il faut que ce soit fini, achevé. Donc, je peux indexer le prix, hein, sur les tranches, pour autant que ça ne viole pas le code de la consommation, c'est-à-dire que ça crée vraiment une augmentation imprévisiblement brutale pour l'acquéreur. Donc, au vu de ces flux financiers, la vente à terme est plutôt rare dans la pratique parce que elle oblige le vendeur à préfinancer l'intégralité de la phase de construction. Et alors que pour la VFA, il a une sorte de fonds de roulement, donc il encaisse le prix au fur et à mesure de la construction. L'achèvement et la livraison. Alors, en fait, c'est l'article 1601-6 du Code civil qui, dans le cas de la VFA, est la seule disposition qui, en droit civil luxembourgeois, donne une définition de ce qu'est l'achèvement. Alors, l'achèvement, ce n'est pas nécessairement que tout est fini. L'achèvement, c'est lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation conformément à sa destination de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Et souvent, on reprend la même définition dans des contrats qui ne sont peut-être pas des VFA, par exemple des contrats de livraison d'un immeuble de bureau, mais on va éventuellement se baser sur cette définition de l'achèvement pour justement le définir dans un contrat, parce que sinon, effectivement, si tout devrait être achevé jusqu'au moindre buisson dans les alentours, ça va devenir compliqué pour le vendeur, hein. L'achèvement sera décalé d'une façon insupportable. Donc, effectivement, c'est une définition qui semble parfaitement raisonnable. Alors, est-ce qu'il y a des formalités pour constater l'achèvement? Pour la VFA, il n'y en a pas dans la loi, donc à régler contractuellement. Normalement, on va faire un accord écrit des parties, procès verbal d'achèvement avec des réserves, et en cas de désaccord concernant cet achèvement, bon, on va déléguer à un expert, disons, la constatation de cet achèvement. Même problème peut même se poser lorsque le vendeur dit voilà, une tranche est achevée, veuillez la payer, et l'acheteur dit mais non, pour moi, elle n'est pas achevée, je n'ai pas encore envie de payer cette tranche, hein. Ce qui peut être important là-dedans, c'est qu'il ne faut pas prévoir des clauses interdisant le recours aux juridictions de droit commun, donc arbitrage et autres. Donc, effectivement, ici, en matière de VFA, il faut laisser les moyens de recours tout à fait de droit commun. Alors, pour la vente à terme, le constat de propriété et le constat d'achèvement et le transfert de propriété s'opère par la constatation, par acte authentique de l'achèvement. Important, il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente. C'est également important en matière fiscale. Et les détails en rapport avec la préparation de ce constat d'achèvement sont usuellement déjà prévus et réglés par acte authentique, dans l'acte authentique initial, hein, donc le contrat de vente à terme, pas celui d'achèvement. Donc on va, mieux vaut prévenir que guérir, on va fixer les conditions de préparer et de passer cet acte notarié d'achèvement, constatation d'achèvement. Encore une fois, je renvoie à cette disposition 1601-9, donc je ne veux pas demander d'avance. Et à l'achèvement du meuble, je peux demander au maximum 95%, aussi longtemps qu'il y a des réserves, hein. Donc, l'acquéreur est en droit de retenir 5%. Je sais que dans la pratique, souvent, ce n'est pas le cas. Le promoteur va dire bah, tu veux la clé, tu payes tout, et puis j'aimerais bien aussi avoir le retour de garantie d'achèvement, même si les parties communes ne sont pas réceptionnées. Enfin, aussi longtemps que les gens sont d'accord, tout va bien. S'il y a des disputes, effectivement, l'acquéreur pourrait invoquer ces dispositions vis-à-vis du vendeur. Alors, grosso modo, les contestations de l'acquéreur peuvent, peuvent, peuvent primer sur les intérêts financiers du vendeur. Donc là, il y a
la cour d'appel qui l'avait décidé, hein, le fait par la société de retourner les clés de l'immeuble, elle est illicite si jamais l'acquéreur il a le droit effectivement de retenir ces 5 par rapport à des réserves qui sont émises par rapport à l'achèvement de l'immeuble. Alors, la contrepartie consistant en la remise d'un bien immobilier clé en main, donc en vue de leur avancée, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, simplement attirer votre attention sur le fait que lorsque vous avez, la contrepartie, donc vous avez un vendeur qui a un terrain, disons un particulier, disons, qui a un terrain et le promoteur lui dit: «Moi je t'achète ton terrain, mais plutôt que de le payer en numéraire, ou tout en numéraire, une fois que la construction sera terminée, je vais te donner, un appartement ou 2 appartements de la construction finie». Donc il ne faut pas oublier que, cette contrepartie, c'est une VEFA, hein. Parce que si je dis: «Je te donne en contrepartie du prix de vente pour payer ton terrain, je vais te donner un appartement». Bah, cette contrepartie, est une VEFA et donc elle est soumise aux conditions de forme et aux conditions matérielles de la VEFA. Donc c'est souvent, ou la plupart du temps, au moment où je conclus en tant que promoteur le compromis d'acquisition d'un terrain, je n'ai pas encore des conditions, pour, faire un contrat, en VEFA. Tout au plus, je peux faire un contrat de réservation et encore, probablement, je suis même pas à ce stade-là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on va rédiger le compromis. Il faut suivre donc une certaine mécanique, une certaine logique pour prévoir que cette dation en paiement, elle doit être optionnelle au choix, donc grosso modo, au choix du vendeur du terrain, hein, donc le futur client. Sinon, ça risque de générer la nullité du compromis de vente du terrain. Alors, autre thématique qui, avec le contexte économique actuel, va gagner certainement beaucoup plus d'attention que ça a été le cas dans le passé. Donc, la garantie d'achèvement ou de remboursement. Dans le passé, c'était quelque chose de plutôt théorique, il fallait la donner, même si pas tout le monde l'a encore compris. Heu, donc, alors la garantie d'achèvement du remboursement, ça sert à quoi? C'est que le vendeur, heu, bien entendu, doit achever l'immeuble. Alors l'acquéreur qui va payer le terrain, l'acquéreur qui va payer donc des tranches de construction, heu, d'après le législateur, pas que luxembourgeois, on a des lois similaires dans les autres pays limitrophes, doit être protégé contre une défaillance, contre une faillite, du promoteur. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour le protéger? Ben, le promoteur doit donner une garantie d'achèvement. Alors cette garantie, elle est émise par une banque ou dans la pratique très souvent à Luxembourg par une assurance et qui va donc garantir, entre guillemets, «l'achèvement complet d'immeuble» dans les termes prévus par le contrat. Mais attention, l'achèvement complet d'immeuble, il ne faut pas se tromper, hein. Ça ne veut pas dire qu'en cas de défaillance du promoteur, le garant, va prendre, disons, le chapeau du maître de l'ouvrage et va achever l'immeuble. Donc il va payer, le coût, de l'achèvement d'immeuble, mais c'est bien le propriétaire, de l'immeuble qui va être maître de l'ouvrage en remplacement du promoteur défaillant. Et si maintenant, et ça dépend un peu du marché, ça dépend de l'état d'achèvement du projet, si maintenant, l'achèvement revient trop cher au garant, bah, le garant a la faculté, si c'est la réservé dans le contrat, de vente et normalement également dans le certificat de garantie, et dans la pratique, c'est presque toujours le cas, bah, il va se réserver la faculté de transformer la garantie d'achèvement en garantie de remboursement et ça veut dire que, il va à ce moment-là simplement rembourser à l'acquéreur l'intégralité des sommes qu'il aura versées au promoteur et c'est tout, hein. Donc le promoteur, le défaillant, l'acquéreur risque donc de se retrouver simplement avec ce qu'il a versé jusqu'à date, mais il n'aura pas, son appartement, hein, ou son lot, qui n'est une fois, c'est pas né son appartement, ça peut même être un bureau dans un immeuble mixte, mais il n'aura pas donc son objet et en même temps, il aura que le remboursement de ce qu'il aura déjà payé et aussi dans un marché ascendant, ça veut aussi dire qu'il aura moins
que la valeur actuelle de qu'aurait le bien. Hein, si on compare les prix 2017-2018, même encore avec les prix aujourd'hui, il est clair que si on me rembourse ce que j'ai déjà payé, ben, je ne vais pas pouvoir acheter grand-chose avec ça. Enfin, on verra dans la pratique jusqu'où ça ira, mais c'est effectivement le risque de l'acquéreur. Donc la garantie d'achèvement ne protège pas euh, intégralement l'acquéreur contre un préjudice qu'il pourrait souffrir. Notamment, il ne garantit pas l'acquéreur contre un préjudice qui pourrait naître du fait du retard du promoteur. Hein. J'ai un préjudice parce que j'ai payé encore du loyer à un autre endroit, ben, ce n'est pas indemnisé par la garantie d'achèvement de remboursement. Il faut clairement le voir. Alors, euh, cette garantie est soit une ouverture de crédit ou alors, dans la pratique, la plupart, c'est une convention de cautionnement. On a déjà parlé, donc la substitution de la garantie d'achèvement, c'est par une garantie de remboursement, mais prévue dans le contrat de vente, mais en général, c'est le cas. Alors, la garantie de remboursement doit également couvrir la quote-part terrain pour le cas où l'intégralité du contrat est annulée. Ça, c'est quelque chose qui est pas tout à fait clair dans la pratique, mais si j'ai un contrat de vente où le vendeur du terrain de la construction est les mêmes, ben, si le contrat de vente dans son intégralité annulé, ben, ça veut dire que le terrain revient au promoteur ou dans la masse d'une faillite, le cas échéant, mais donc ça veut dire que le contrat de garantie de remboursement doit également couvrir le terrain ou la quote par terrain. Ensuite, alors les exceptions quant à l'obligation de constituer une garantie. Alors les programmes de construction réalisés par des entités publiques ou si dans des résidences, il y a un seul propriétaire, hein. Donc c'est construction d'une maison à appartements multiples acquise par un propriétaire unique. Donc, je dois à chaque fois souligner qu'il n'y a pas d'exception pour les maisons unifamiliales. Il y a encore hier une affaire où l'adversaire il a plaidé qu'il n'y avait pas besoin de donner une garantie d'achèvement pour la construction de maisons unifamiliales. C'est faux. C'est faux. C'est une croyance largement répandue parce que dans le projet de loi initial, c'était comme ça. Et donc, on le retrouvait encore assez longtemps dans certaines brochures. Mais cette solution, cette exception n'a pas été retenue dans la mouture finale de la loi de 76. Donc, encore une fois, la garantie d'achèvement doit également être donnée pour la construction clé en main d'une maison unifamiliale. Hein, pour qu'il n'y ait pas de. Ce n'est pas parce qu'il y a un propriétaire unique. Les propriétaires uniques, l'exception ne vise que les propriétaires uniques d'une maison à appartements multiples. Alors, les maisons unifamiliales, ça n'en fait pas partie. Alors, la restitution de garantie, quand est-ce qu'il faut la faire? Bah, a priori, lorsque tout est fini, y compris normalement les parties communes. Et parce que la garantie couvre le lot entier et pas uniquement l'appartement, mais également, a priori, la quote-part dans les parties communes. Hein. Je ne saurais pas achever l'intégralité d'un immeuble sans les parties communes. Ça également, dans la pratique, ça pose parfois un peu, euh, ça prête à discussion parce que le promoteur, certainement, il aimerait bien récupérer ses garanties le plus tôt possible parce que ça lui coûte de l'argent, éventuellement, ça l'oblige de bloquer des fonds ou des biens. Donc, a priori, mais normalement, on peut la reprendre a priori qu'au moment de l'achèvement complet. Ensuite, la clause dérogatoire, une clause dérogatoire à la garantie d'achèvement de remboursement qui limiterait la portée, les modalités de remboursement, ce serait des clauses non écrites. Alors, on a presque déjà rempli l'heure, sachant que les premières 20 ou 25 minutes étaient plutôt une séance technique, hein, pour résoudre quelques problèmes d'ordinateur, si j'ai bien compris. Donc, on va essayer de faire vite. Alors, pour les garanties contre les vices de construction, on ne va pas rentrer dans les détails, sauf à dire que, attention, en matière de VFA, il y a deux dispositions importantes par rapport aux garanties contre les vices. Donc, c'est les articles 1642.1 du Code civil et 1646.1. Et alors, grosso modo, ça veut dire que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception de l'ouvrage par l'acquéreur, ni avant l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur des vices de construction alors apparents. Donc, ça veut dire que
l'acquéreur a encore 1 mois, grosso modo, après la prise de possession pour faire valoir des vices de construction. Ensuite, il y a les garanties biennales et décennales, hein, pendant 10 ans à compter de la réception. Et grosso modo, il n'y a pas que le promoteur qui est débiteur donc cette garantie. En fait, il y a plus ou moins toutes les parties qui sont impliquées dans le projet de construction, hein. Donc les articles 1792 et 2270, il y a tout le monde qui est dans le bain. Alors on a vu, je n'ai pas encore vu à Luxembourg, mais en France, il y a parfois des contrats qu'on essaie de qualifier de sous-contrat d'assistance à un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué pour essayer de sortir de cette responsabilité. Bon, dans la pratique, ça ne marche pas. À partir du moment que je suis impliqué effectivement dans la réalisation de l'ouvrage, euh, en tant qu'architecte, ingénieur, entrepreneur, etc., lié au maître de l'ouvrage, je suis a priori impliqué dans la garantie décennale et biennale. Alors, il y a pas de résolution du contrat ou diminution de prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice, dans certaines limites, bien entendu. S'il dit: «Je m'y oblige», mais s'il ne le fait pas, il est clair que l'acquéreur a d'autres moyens, soit de résilier le contrat ou alors de le faire réparer par d'autres intervenants aux frais de l'entrepreneur défaillant. Et l'action née en application du présent article ne peut être exercée par les acquéreurs successifs qu'à l'encontre du vendeur originaire. Donc ça, c'est important aussi. Euh, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails, sauf que, comme on l'a déjà dit, une clause dérogatoire à ces dispositions également est considérée comme non écrite. Alors, les sanctions pénales, ah, on va me dire, mais il n'y a pas de sanctions pénales, hein. C'est un débat que j'ai déjà eu dans la pratique, notamment dans des situations où il y a eu des avances, où il y a des dépôts de garantie qui ont été versés d'une façon incompatible avec les dispositions d'ordre public en matière de vente d'immeubles à construire. Il y a des sanctions pénales, bien sûr. Vous n'allez pas les retrouver dans le Code civil, hein, vous allez les retrouver dans la loi, dans les méandres de la loi de 76. C'est pour ça que il faut toujours lire la loi dans son intégralité pour la comprendre. Et il y a donc effectivement des sanctions pénales. Et vous avez, disons, deux niveaux, hein. Un premier niveau, il peut quand même aller d'une amende relativement limitée jusqu'à un emprisonnement de 8 jours à 1 an. Alors, il n'y a pas à Luxembourg jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu de cas, et je pense qu'il n'y en a pas, où quelqu'un a été condamné à de la prison. Il y a probablement qu'un ou deux cas, il y a un cas connu où quelqu'un a été condamné pour violation des dispositions sur les ventes d'immeubles à construire. Mais bon, il faut bien voir que celui qui aura exigé ou accepté un versement en violation des dispositions des articles 6609, 10 et 13 sera puni et passible d'une telle sanction. C'est pour ça qu'il est important quand même pour les vendeurs promoteurs d'essayer de respecter ces dispositions, même si le risque d'un point de vue purement statistique, apparaît extrêmement limité dans la pratique. Mais ça veut dire que hein, je ne peux pas accepter ni le versement, ni le dépôt avant la signature du contrat. Je peux pas demander des avances et à tout moment, je dois respecter les tranches et l'import. Donc les tranches, effectivement, achevées. Je ne peux pas non plus demander un dépôt de garantie, par exemple, sur mon compte euh, à moi, même si je dis, ouais, j'ouvre un sous-compte, disons que je vais affecter exclusivement au réservataire, je ne peux pas non plus demander un dépôt de garantie excédant 2% du prix prévisionnel dans le cadre d'un contrat de réservation. Ce serait effectivement des situations passibles, en principe, d'une sanction pénale. Alors, deuxième étage, c'est effectivement euh, plutôt ça s'apparente à l'abus de confiance. Donc là, ça va emprisonnement d'1 mois à 5 ans et une amende un peu plus lourde, mais bon, ce n'est pas la meurtre qui fait peur. Mais donc là, effectivement, si quelqu'un le fait frauduleusement, donc c'est-à-dire vraiment dans une intention de détournement, à ce moment-là, la peine peut être plus lourde. Voilà, comme je dis, c'est extrêmement rare. Je connais un seul cas où jamais il y a quelqu'un qui a été condamné, mais encore une fois, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, très brièvement, le cadre fiscal, et vous m'excuserez de parler vite et de rush things a little bit parce que effectivement, on avait un peu de temps à rattraper, mais on va y arriver, presque. Et donc, alors, le cadre fiscal,
je ne suis pas sorcier, hein, donc le contrat de réservation, il est enregistré au droit fixe 12 €. Il n'y a pas de translation de propriété, donc il n'y a pas de droit proportionnel. Ensuite, à l'acte notarié, donc il y a droit d'enregistrement et droit de transcription. Donc ça fait 7% plus les frais de notaire. Éventuellement sur taxe communale. Bon, c'est bien connu que la ville de Luxembourg a une taxe communale depuis pas tellement longtemps. Il y a une deuxième commune qui les a rejoints, c'est la commune de ma mère. Et donc, alors on va également, normalement, à l'acte notarié, payer les coûts d'architecte, d'ingénieur des constructions éventuellement déjà existantes au moment de la passation de l'acte. Et tout ça, ça rentre dans la base d'assiette, donc des droits d'enregistrement et de transcription. Il y a une réduction possible, hein, comme on dit au Luxembourg, j'appelle le Schnacht, pour ceux qui s'engagent à établir dans le bien acquis leur résidence principale dans un certain délai. Je ne vais pas aller dans les détails, mais attention, ben, ce délai doit être respecté. Sinon, si jamais il y a un pépin lié à des retards du promoteur, etc., eh ben, il faut faire une demande. Enfin, il faut faire une demande à l'enregistrement pour demander une dérogation, qui normalement est accordée dans des cas dûment motivés. Alors, les tranches de construction dans la VFA, il n'y a pas de droit d'enregistrement, hein. Il y a cependant, au niveau, bon, réalise un chiffre d'affaires imposable, en fait, je dois l'enlever, ça n'a rien à voir avec le droit d'enregistrement. Mais il n'y a pas de droit d'enregistrement sur les tranches de construction, donc ça n'a pas d'incidence pour les droits d'enregistrement. Ça a une incidence en matière de TVA. Bon, pour les droits d'enregistrement pour la vente à terme, en fait, alors, c'est une question qu'on a déjà posée. Alors, mais en fait, la vente à terme, c'est une catastrophe parce que je vais payer les droits d'enregistrement, pas seulement sur le terrain, mais sur la construction, puisque le transfert de propriété ne s'opère à partir du moment que la construction est achevée. Donc vous voyez l'article 10 de la loi de 76, elle prévoit clairement que les droits d'enregistrement sont perçus sur la valeur du sol et des constructions existantes au moment de la conclusion des contrats. Donc, il y a une vision rétroactive et vous n'allez pas payer plus de droits d'enregistrement que pour une VAT qu'en matière de VFA. La TVA, contrat de réservation, il n'y a pas d'implication au niveau de la TVA. L'acte notarié, pour les surfaces résidentielles, il n'y aura pas d'implication de la TVA. Bon, vous avez la possibilité d'opter pour l'application de la TVA sur les surfaces commerciales ou bureaux. À ce moment-là, il faudra l'appliquer sur l'intégralité de l'acquisition, donc y compris le terrain. Ça, je vais éventuellement le faire lorsque je peux récupérer ma TVA en aval, en amont par rapport à une location soumise, elle, à nouveau, à une option de l'application de la TVA. Et pour ça, il faut que mon locataire soit effectivement un assujetti qui exerce des activités soumises à TVA dans les lieux loués. Ensuite, les tranches de construction en matière de VFA, bah, il y a la TVA au taux normal de 17%, bon, et qui sera probablement réduit à 16% pour 2023, très probablement, hein, c'est dans le projet de loi pour le budget, ce qu'on verra définitivement en décembre, mais bon, pas de doute que ça se fera, du 1er janvier au 31 décembre 2023, donc 16%. Et pour les acquéreurs, effectivement, dans une limite de 500 000 euros, sauf certaines prestations, je peux éventuellement avoir cette réduction à 3%. Et la TVA, tout à fait normalement, à charge de l'acquéreur. Donc, les tranches sont facturées avec l'application de la TVA. Bon, impôt sur le revenu, le contrat de réservation, aucune application au niveau de l'impôt sur le revenu, c'est clair. L'acte notarié en matière de VFA, le vendeur réalise la plus-value de cession imposable sur ce qu'il a déjà vendu. Donc, normalement, s'il vend le terrain, bah, il aura une plus-value de cession sur le terrain, sur la cote par terrain, s'il vend le terrain. Et au fur et à mesure des tranches de construction, le vendeur réalisera un chiffre d'affaires imposable en matière de VFA, en matière de vente à terme. Ce sera à la réalisation de l'acte authentique de constatant l'achèvement. C'est à ce moment-là qu'il va réaliser son chiffre d'affaires. Voilà, on a rattrapé grosso modo presque un quart d'heure sur le temps perdu à l'avance. Et je suis désolé si on a quand même un peu dépassé le temps initialement imparti. Et encore une fois, excusez-moi si j'étais relativement rapide dans la présentation. J'espère que c'était quand même plus ou moins compréhensible.
Merci beaucoup, maître Di Stefano, pour toutes ces informations dans ce webinaire. Et effectivement, le Paper Jam Club s'excuse, hein, on a vraiment eu un problème au niveau de notre plateforme qui nous a fait perdre 10-15 minutes. Et merci, maître Di Stefano, d'avoir réussi en plus à presque compacter dans le temps imparti. C'était vraiment super de votre part. Je vous remercie encore. On va passer à la partie questions-réponses. Bien entendu, si jamais vous avez des questions à poser en direct, comme je le disais en début de webinaire, vous pouvez les poser dans l'onglet questions, comme certains autres participants ont déjà fait. Si jamais vous devez déjà y aller et que vous souhaitez quand même poser des questions à Maître Di Stefano, n'hésitez pas à lui envoyer un mail via l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Voilà, je vais reprendre la première question de Christine Lefort qui parlait en cas d'indexation élevée, ce qui est en prévision pour 2023, les index réels dépassant 5% ne pourront pas être répercutés. Est-ce correct? Oui et non. Dans le contrat de réservation, je peux alors si je prévois une indexation dans le contrat de réservation, déjà, la loi ne préconise pas quel type d'indexation je peux prévoir, hein. Théoriquement, je peux indexer suivant l'indice semestriel des coûts de la vie, je peux prendre l'index des salaires, je peux prendre l'index des coûts de la construction. Si maintenant, je prévois l'indexation dans le contrat de réservation, si je veux prévoir l'indexation, je devrais déjà le prévoir dans le contrat de réservation parce qu'après, sinon, je ne pourrais pas le rajouter, sauf si effectivement l'acquéreur ne s'en rend pas compte. Je ne peux pas le rajouter par après dans le contrat, dans l'acte notarié. Euh, Au moins, l'acquéreur n'est pas obligé de l'accepter. Mais donc, on a vu que dans le contrat de réservation, si le prix est augmenté de plus de 5%, ce n'est pas automatiquement proscrit, mais c'est un motif pour l'acquéreur. Il peut se désister du contrat de réservation sans sanction, même s'il a posé un dépôt de garantie, hein, il peut en sortir. Maintenant, dans le contrat, d'acte notarié, il n'y a pas cette limitation à 5%, donc ça peut même dépasser les 5%. La limite d'après la jurisprudence, devrait être effectivement quelque chose qui devient exorbitant, hein. Si maintenant, par une application de l'index sur la construction, tout à coup, je me retrouverais avec une augmentation de 20%. Là, effectivement, on peut se poser la question si c'est encore compatible avec le droit de la concurrence et ce que diraient les juridictions à ce niveau-là. Mais ce n'est pas a priori interdit. Le problème est un autre problème, c'est un problème pratique. C'est que lorsque vous avez une indexation qui, disons, pourrait effectivement dépasser un niveau plus ou moins maîtrisable pour l'acquéreur, c'est la banque qui va financer l'acquisition qui ne va pas marcher parce que ce n'est pas la banque qui va couvrir un risque d'une augmentation importante du prix. Et donc elle va devoir vérifier si l'acquéreur a la faculté d'absorber, le cas échéant, une telle augmentation avec ses fonds propres. Et en général, la banque va dire, mais non, ce n'est pas possible, je ne veux pas prendre le risque d'une augmentation de 10, 15, 20% au niveau de l'inflation actuelle. Donc aujourd'hui, le promoteur qui veut vendre son bien, il devra voir effectivement avec l'acquéreur, sa banque, si une indexation ne risque pas de carrément faire sauter la transaction. Donc ça devient un Merci problème pour, plus pratique que juridique en réalité. merci pour cette réponse, maître Di. J'en profite, il y a une question de Daniel qui est apparue, qui nous parle de la slide 58. Est-ce que vous pouvez expliquer ce volume de construction de 500 000 euros? C'est-à-dire par rapport, maintenant, je ne connais pas par cœur la numérotation des slides, mais 58, c'est relativement tard. Donc, ça veut dire que je suppose que c'est en matière fiscale, c'est pour la TVA à 3%. Hein. Donc, la TVA à 3%, c'est simple. Donc, je suis limité, donc le volume de construction pour lequel je peux obtenir donc la limitation 3%, c'est effectivement c'est 500 000 euros de construction. C'est-à-dire si ma construction dépasse le volume de 500 000 euros, à ce moment-là, ce qui dépasse, et il faut encore retrancher la TVA, mais ce qui dépasse le volume éligible sera soumis au taux plein.
Merci pour cette nouvelle réponse. Autre question de Donovan André qui nous dit: «La diminution de 1 de la TVA sur 2023 a-t-elle une répercussion sur le montant de l'avantage fiscal?» Exemple, 17% vers 3% égale 50 000 €. Quid des 16% et des 3%? Bah, oui, oui, dans la mesure où les 3 ne changeront pas, donc le taux de 3 ne sera pas affecté par la réduction prévue dans la loi budget. Donc, ce seront que les taux pleins et les taux intermédiaires qui vont être affectés. C'est pas le taux super réduit de 3. Donc effectivement, il y a le spread entre le taux plein et le taux super réduit qui va se réduire. C'est Merci correct. pour cette nouvelle réponse. Hop, et nous passons enfin à la dernière question. Une longue question, maître Di Stefano, je vous invite à cliquer aussi sur l'onglet questions afin, de garder un œil dessus. Comment sont considérées les ventes d'appartements dans lesquels de grandes rénovations sont prévues ou que des travaux sont en cours? Le vendeur insiste que ce n'est pas une VEFA. En cas de vente d'un tel bien, alors que le vendeur ne donne aucune garantie d'achèvement, comment protéger l'acquéreur? Entre parenthèses, bloquer une certaine somme chez le notaire qui sera libérée après l'achèvement. Bah, oui, c'est clair, à partir du moment, que le promoteur ou le vendeur, qu'ils vendent un terrain avec, un projet à ériger ou que le terrain, il y a déjà une construction, mais qui doit être vraiment rénové complètement et que cette rénovation, en fait, ça s'apparente à la vente d'un bien immobilier clé en main, heu et que le vendeur se réserve les prérogatives du maître de l'ouvrage. Bon, on a vu un peu les distinctions entre le cas de figure donc du contrat d'entreprise et le contrat de vente d'immeuble à construire. A priori, ce sera une VFA. Merci encore pour cette réponse, qui était donc la dernière, question qu'on avait. Ah non, Irina qui nous pose une question de dernière minute. D'accord, c'est une question Là, il est technique, il y marqué: a «Le son et l'image sont partis définitivement». Ah, chez certaines personnes, on a des petits problèmes de connexion, pas de souci Irina, on reviendra vers vous, avec l'équipe de production. Eh bien écoutez, c'était la dernière question, directement, dans notre onglet. N'hésitez pas, chère audience, encore je vous le redis une fois, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les envoyer par mail à maître Mario Di Stefano et je nous excuse encore une nouvelle fois pour tous les aléas techniques et les problèmes techniques, de notre côté, sur ce webinaire. Maître, Di Stefano, je vous laisse juste dire le mot de la fin auprès de l'audience et après, je passerai à nos prochains événements. Au revoir, bonne journée. À très bientôt, maître Di Stefano. Nous allons passer maintenant à nos, prochains, événements. Demain, 17 novembre, participez à une conférence critique et constructive sur la multiculturalité et l'architecture avec Andrew Phillips, architecte international qui a conçu le master plan d'une partie du quartier de la Cloche d'Or. Cette conférence et ce walking lunch seront l'occasion de célébrer la publication du Paper Jam hors série Architecture et Real Estate. Ensuite, comment transformer des entreprises existantes en success stories? Ces dernières années, les gestionnaires private equity ont dégagé des rendements élevés et des performances solides grâce à l'acquisition de sociétés non cotées, à leur transformation et à leur vente. Rejoignez-nous le 7 décembre pour un nouveau webinar et apprenez les best practices grâce à des exemples concrets et autres études de cas sur le sujet. Voilà tout pour les prochains événements. Comme d'habitude, vous pouvez vous inscrire, bien entendu, sur le site du Paper Jam plus de Anneau Business Club dans les modules liés à ces événements. Merci encore pour votre fidélité et votre participation et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.